Donner la liberté à un noir, c'est comme donner une Rolls à un aveugle, un harem à un eunuque, voire même un code de l'honneur au chevalier Pygmalion Jean-François Copé. C'est ce qui s'appelle du pur gâchis. Oui, et pas besoin de sortir de Sciences Po pour le savoir. C'est désormais un secret de Polichinelle. La liberté, les Noirs ne la méritent pas. Pas plus qu'ils ne méritent notre respect. Quelle autre conclusion peut-on tirer quand on voit ce qu'ils font de leur liberté? Quand on voit la façon avec laquelle ils la saccagent, ils la souillent, ils la maltraitent avec obstination. Car soyons francs, à part remplir des prisons comme on remplit une mission, s'entretuer sauvagement pour un oui ou pour un non, en obéissant à leurs seuls instincts primaires, remuer leurs postérieurs comme on remue un drapeau blanc avec frénésie, prendre pour modèle les bonobos, transformer leur bouche en robinet à grossièreté, se presser à la CAF pour mendier les aides sociales, comme le président malien a mendié notre aide militaire, réduire tout ce qu'il touche en véritable porcherie et répandre des odeurs apocalyptiques qui réveilleraient tout un cimetière. À part ça, les Noirs ne servent strictement à rien dès lors qu'ils ne sont pas sous nos ordres. Et paradoxe des paradoxes, ils passent leur temps à se faire passer pour de simples victimes, de pauvres victimes sans défense qui seraient réduites de force, excusez du peu, à l'état de simples cobayes de notre cruelle inhumanité. MDR. Au moins, on peut leur reconnaître une chose. Il ne manque vraiment pas de toupet. Pour une entrée en matière, ça, c'est de l'entrée en matière. Spectaculaire à souhait. Bon, certes, elle n'est peut-être pas aussi spectaculaire que la mi-temps du dernier Super Bowl que notre Queen Beyoncé a transformé en gâteau d'anniversaire géant pour Black Panther, mais quand même. Pourquoi une telle entrée en matière? Tout simplement parce qu'il m'est apparu, au vu de la vague bleu marine qui monte, eh bien qu'il était plus qu'urgent de provoquer un électrochoc au sein de la communauté noire de France, afin qu'elle sorte du coma victimaire dans lequel elle est plongée depuis maintenant bien des années, et qui participe grandement de son malheur. Oui, très grandement de son malheur. Ô Noirs de France, chers frères, chères sœurs, OTEP, cette vidéo vous est particulièrement adressée. Et je dois quand même commencer par vous dire que les mots avec lesquels je me suis introduit tout à l'heure, aussi piquants que méprisants, ne sont pas mes mots. Non, rassurez-vous, je ne suis pas la dernière version d'Oncle Tom. Vous pouvez donc, s'il vous plaît, baisser vos armes et vos sourcils froncés. Ces mots, je les ai empruntés aux autres communautés. Ces mots résument ce qu'elles pensent de nous. Mais comme les radars d'SOS Racisme, de la LICRA, du CRAN, sont toujours à l'affût du moindre dérapage verbal, eh bien, les autres communautés se gardent bien de les exprimer sur la place publique. Moyennant quoi, elles optent tantôt pour des images subliminales, tantôt pour des tournures de phrases moins frontales, façon Willy Sagnol. On s'en souvient tous. En revanche, sur les réseaux sociaux, sorte de punching ball géant aux allures de déversoir de la haine, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles se lâchent telles des souris lâches qui profiteraient de l'absence du chat.
Quoi qu'il en soit, face à de tels propos racistes, deux réactions nous font les yeux doux. Deux réactions s'offrent à nous. Première réaction, et de loin la plus célèbre, eh bien, elle consiste à crier au racisme et au mépris inacceptable, avec Tonton David en fond sonore. Cette réaction, Rokhaya Diallo et Kémy Séba sont faits les spécialistes New Generation. Et inutile de vous dire que cette réaction est de loin la plus cotée à la bourse des lamentations. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième réaction possible. Celle-ci s'opère en deux temps. Dans un premier temps, elle consiste à économiser sa voix et à se rappeler qu'avant d'être maître de ses paroles et de ses actes, tout être humain est d'abord l'esclave des croyances et des pensées qui déterminent ses paroles et ses actes. Et une fois qu'on a ce rappel à l'esprit, et ça c'est la deuxième étape de la réaction, eh bien il s'agit de s'interroger, de se questionner. Pourquoi? Pourquoi les autres communautés entretiennent-elles de telles pensées à notre égard? Pourquoi? Là, je ne vous cache pas que cette deuxième réaction n'est vraiment pas en bonne odeur de sainteté. Non, nous vivons à l'heure du tout émotion. Et aussi bien sur la place du marché qu'au plus haut sommet de l'État, on a tendance à confondre compréhension et justification. Tant et si bien que celui ou celle qui se risque à essayer de comprendre une parole ou un acte raciste est immédiatement considéré comme un complice qui mérite condamnation et châtiment. Toujours, quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, eh bien, non seulement j'ai horreur de crier, au moins autant que Kanye West a horreur de l'humilité ou que Kim Kardashian a horreur de la pudeur, mais surtout, dans mon cœur, le droit à la critique d'autrui, pour légitime et nécessaire qu'il soit, ne pèse vraiment pas lourd face au devoir d'autocritique. Oui, devoir d'autocritique. C'est sans doute mon côté Renaissance, allez savoir. Ouais. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas venu ici devant vous avec la voix d'un procureur qui, la main posée sur le code civil, eh bien, accuse et demande réparation. Je ne suis pas non plus venu ici devant vous avec la voix d'un évêque qui, la main posée sur la Bible, eh bien, condamne au nom de l'ordre moral. Non, non, non. Je suis venu ici, humblement, avec la voix d'un médecin qui, la main posée sur le serment d'Hippocrate, se tient à distance de tout jugement moral pour se contenter et se concentrer, eh bien, d'identifier les symptômes d'une maladie, nommer cette maladie et prescrire des médicaments qui viendraient à bout de cette maladie. Non, vous n'êtes pas victime d'une hallucination auditive. Vous avez bien entendu. Je parle bien de maladie. Car, comme l'avait compris notre saint Nelson Mandela, le racisme est d'abord, comprenez-moi bien, est d'abord une maladie qui s'attrape par l'éducation ou par l'expérience avant de devenir un acte ou une parole qui se condamne moralement avec la plus grande fermeté. Et là-dessus, je mets au défi quiconque de dire l'inverse. Pour le dire autrement, aussi vrai que 2 et 2 font 4, eh bien, le racisme correspond d'abord aux racines d'un pommier avant de devenir un panier de pommes pourries.
Ça, c'est pour le premier point. Maintenant, passons au second point. Sans doute le plus capital. Un point qui maintient malheureusement la très grande majorité des Noirs dans une erreur d'analyse extrêmement profonde, comme on maintiendrait la tête sous l'eau. Mais quand je dis la très grande majorité des Noirs, j'utilise mes mots. Je ne parle pas de l'unanimité, car il existe évidemment une minorité de Noirs parfaitement et hautement diplômés, idéalement intégrés. On pense notamment à Ramayad, qui pullule dans certains coins de Paris, à l'ombre des médias, mais qui existe bel et bien. Le club Efficience, d'ailleurs, en est une des vitrines. Eh bien, cette minorité, elle, connaît le deuxième point qui arrive. Et elle le connaît si bien qu'elle ne veut pas entendre parler, ni de près ni de loin, des autres Noirs, qu'elle ne voit que comme un amas de mauvaises herbes toxiques sur le plan de l'identité. Et ces autres Noirs, la majorité, pour le coup, eux, ne voient en ces premiers, en cette minorité, que de simples bounty, de simples vendus qui seraient prêts à vendre père et mère pour un bon steak dans le chénil du colon. Non, le deuxième point, le voici. La France n'est pas et n'a jamais été le Mississippi. La France n'est pas et n'a jamais été, le peuple français, une filiale du Ku Klux Klan. Je me répète, le peuple français n'a jamais été et n'est pas une filiale du Ku Klux Klan. Même si, et on ne le dira jamais assez, c'est bel et bien en son nom propre que son élite, son sommet, de Louis XIV et son colbertien Code noir à Charles de Gaulle et sa focardienne mission civilisatrice, sans oublier bien sûr Jules Ferry et sa Leroy-Beaulieusienne mission civilisatrice, eh bien c'est en son nom propre que cette élite a semé juteusement la terreur psychologique, culturelle, cultuelle et le chaos économique, aussi bien aux Antilles, rebaptisé le trésor des béquets, qu'en Afrique, rebaptisé le sombre empire du franc CFA. Il n'empêche que dans son ensemble, le peuple français métropolitain, même si, encore une fois, là aussi, il a été biberonné, nourri à coups d'expositions coloniales, de Tintin au Congo, de spectacles à la Michel Lèvre, et j'en passe et des meilleurs, ou des pires, eh bien, n'a jamais lynché ni pendu de Noirs. Quand je dis dans son ensemble, évidemment, il y a des exceptions. Les skins, on les a tous à l'esprit. Et j'en profite pour passer le salut à nos grands frères des Black Dragons qui se sont chargés de les renvoyer dans les jupons de leur mère. Donc, je disais que, en dépit de tout cela, le peuple français dans son ensemble n'a jamais lynché de Noirs. Bien au contraire, je vais vous surprendre. Car à l'heure où aux États-Unis, les Noirs se battaient pour s'asseoir à l'avant d'un bus en tant que citoyens, en France, les Noirs étaient confortablement assis sur les bancs de l'Assemblée nationale ou de la Sorbonne. Oui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les Miles Davis, les Richard White, les James Baldwin et autres artisans de la Renaissance de Harlem, eh bien, voyaient dans la France un refuge idéal. Là où la ségrégation raciale n'avait pas sa place. Là où la couleur de peau ne rimait pas avec CV. Oui, c'était à une certaine époque. Eh bien, attention, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le peuple français est parfait. Loin de là, je connais mieux que quiconque sa boulimie maladive
pour l'hypocrisie, son penchant naturel pour l'insatisfaction, sans oublier bien sûr sa passion pour l'humanitaire, une passion qui frôle parfois le néocolonialisme, comme nous l'a rappelé le scandale de l'Arche de Zoé. Personne, je l'espère, ne l'a oublié. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire, on ne peut pas soutenir, à moins de se jeter dans les bras de la mauvaise foi, que le peuple français cultive dans sa chair, comme dans son quotidien, un racisme anti-noir comme celui des États-Unis, qui serait comme une sorte de religion, de sacerdoce, voire même de drogue dure pour adolescents frustrés, version Dylan Proof, le bûcher de Charleston. Cette vérité, j'ai prié le ciel, j'ai prié les ancêtres, j'ai prié le soleil, j'ai prié les étoiles, j'ai prié tout ce que l'on peut prier pour que chacun et chacune d'entre vous accepte de l'entendre. Et par-dessus tout, accepte de faire l'effort de la comprendre. De comprendre qu'ici, au XXIe siècle, le racisme anti-noir que nous subissons est d'abord et surtout, et peut-être même uniquement, un racisme de comportement. Un racisme de comportement et non de couleur de peau, comme le croit la très grande majorité d'entre vous. Et cette erreur, malheureusement, est répandue. Et cette erreur est à la source d'un racisme anti-blanc qui se vit par notre communauté comme un racisme de légitime défense, comme un racisme de riposte. Eh bien, cette erreur, malheureusement, on l'entend partout, notamment sous la plume du Rimbaud des temps modernes, l'indétrônable Booba, lorsqu'il écrit « À leurs yeux, ma peau vaut la peine capitale ». Non, erreur gravissime. Et cette erreur est si puissante qu'elle est devenue presque un totem qu'il faut vénérer. Et gare à celui qui oserait le toucher. Et si celui-ci est un noir, comme en l'occurrence moi, eh bien, il se verrait tout de suite accusé de tous les noms, traité de vendu. On le placarderait même sur le dos, une pancarte sur laquelle serait gravé « aliéné », nouveau mot à la mode. Alors que je le dis, notre comportement, là est le bas blesse. Parce que ce soit dans la rue ou dans les transports en commun, de Sarcelles à Grigny-la-Grande-Borne, de Château-Rouge à Château-d'Eau, en passant par Gare du Nord, c'est notre comportement, à commencer par celui de notre jeunesse, nos petits frères et sœurs, que j'ai été moi-même à une certaine époque, eh bien, qui est le carburant premier du racisme anti-noir d'aujourd'hui. Mais j'ai conscience que cette vérité est difficile à entendre. Mais je reste convaincu que la vérité ne peut blesser que pour mieux guérir. Et d'ailleurs, en parlant de guérison, nous arrivons à la guérison. Car je suis ici en tant que médecin, mais surtout pour vous remettre, pas simplement un diagnostic, mais des remèdes. Donc, mais retenez d'abord le racisme de comportement. Pour l'éradiquer, il suffit de changer de comportement. Un comportement noble, comme le sont nos ancêtres, les pharaons, comme le sont nos ancêtres, les Soundiata Keïta, comme le sont nos ancêtres, les Béhanzins. Donc, l'autocritique qui m'anime aujourd'hui, eh bien, m'oblige aussi à vous offrir ces remèdes. Et ça, c'est le troisième point.